3 heures de direct jusqu'à minuit, c'est Time Break. Time Break. Énergie, il est 21h12, le Top Flow arrive dans quelques instants, on reviendra sur le Black Friday qui arrive à la fin du mois. Avant ça, c'est l'heure de Face à la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Et on est avec Georges Kuzmanovic, qui est donc fondateur de République Souveraine et candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir Georges Kuzmanovic. Bonsoir à vous. Ce soir, c'est Axel qui vous pose les questions. Georges Kuzmanovic, vous êtes le président de République Souveraine, un parti qui se réclame du général de Gaulle et de Jean Jaurès. Vous rejetez totalement le clivage gauche-droite ou vous vous assumez comme un parti de gauche? Alors moi, j'ai un parcours à gauche. Je viens de la gauche. Et je considère de la gauche authentique, c'est-à-dire celle qui s'occupe du peuple, des catégories populaires, et qui a pour objectif d'améliorer les salaires, de faire à ce que chacun ait accès à la santé et à une éducation digne et qui permette de s'élever socialement. Vous dites la gauche véridique, la vraie, ça veut dire quoi ça aujourd'hui, Georges Kuzmanovic? Aujourd'hui, la gauche, celle qu'on voit dans les médias, elle a perdu son caractère vraiment social? Je crois qu'elle a perdu depuis très longtemps, depuis 2001, depuis les municipales de 2001 où le Parti socialiste, le parti de gouvernement, celui qui emmène la gauche, a perdu le vote populaire. Et on le voit très clairement à toutes les élections. Quand le peuple refuse de voter pour vous, c'est que vous avez raté une porte quelque part. Et cette porte, eh bien, c'est le fait que la gauche de gouvernement, qui a irrigué toute la gauche ces 40 dernières années, a choisi de construire une Europe néolibérale et a donc sacrifié le peuple et le socialisme qu'elle est censée défendre. Georges Kuzmanovic, vous dites que la gauche a perdu son caractère social dès 2001. Pourtant, jusqu'en 2018, vous étiez encore à la France Insoumise. Pourquoi vous avez attendu autant de temps avant de quitter cette gauche dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus? Alors, je vais vous parler du Parti socialiste. J'ai rejoint Jean-Luc Mélenchon et le Parti de gauche en 2009 parce que Jean-Luc Mélenchon en 2008 avait eu le courage justement de quitter le Parti socialiste parce qu'il considérait que le Parti socialiste trahissait ce qu'il devait défendre et ses idéaux et il a lancé un mouvement, plusieurs mouvements qui l'ont conduit à mener une campagne dite populiste en 2017. Il a failli être qualifié au second tour. Et lui-même avait à ce moment-là théorisé la rupture avec le clivage gauche-droite tel qu'il a entendu médiatiquement, on s'entend. Et alors, Georges Kuzmanovic, aujourd'hui, oui. Jean-Luc Mélenchon, donc d'ailleurs vous avez été son porte-parole pendant un temps avant justement de quitter la France Insoumise en 2018. Quel a été le point définitif qui vous a totalement écarté de la France Insoumise et de son président? Le changement sur la ligne, la manière dont il faut aborder les questions européennes. En 2017, les choses étaient claires. Dans le programme défendu par Jean-Luc Mélenchon, c'était le plan A, plan B pour l'Europe. C'est résumé en cette Europe, on la change ou on la quitte. Et entre-temps, c'est devenu le plan A et le plan A prime. Et on l'a vu très récemment avec un député phare de la France, un député européen phare de la France Insoumise, monsieur Younous Omarjee, qui, comme un bon élève devant la maîtresse madame von der Leyen, a expliqué au Premier ministre polonais que même s'il proteste contre l'Union européenne à tort, lui expliquait que c'est quand même important d'avoir des lois européennes supérieures aux lois nationales. Donc c'est une capitulation en ligne. Alors, Georges Kuzmanovic, justement l'Union européenne, parlons-en. Donc vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous êtes donc président de République Souveraine, vous vous montrez comme le président souverainiste. L'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait? On la quitte, on essaie de la changer, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, merci de préciser que c'est bien l'Union européenne et pas l'Europe. Moi, je suis européen et je suis pour une Europe, comme le disait le général de Gaulle, une Europe des nations et une Europe des peuples. Donc, une Europe qui a d'abord un intérêt à défendre les peuples et non pas l'oligarchie. Or, le problème, c'est que cette Union européenne-là est une Union européenne des banques, des institutions financières et qui favorise les plus riches. Tant en Europe que alors qu'est-ce qu'on fait avec cette Union européenne qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On la quitte? Oui, il faut la. Au-delà de la quitter, il faut la rompre en deux. Il faut qu'elle disparaisse et construire d'autres coopérations bilatérales et multilatérales
où on aura l'intérêt des nations et des peuples avant l'intérêt des institutions financières. Georges Kuzmanovic, aujourd'hui, on a des sondages assez fréquemment, pas uniquement sur la présidentielle, notamment sur l'Union européenne, un sondage IFOP qui date de 2019 qui donnait les Français défavorables à 60% vis-à-vis d'une sortie de l'euro. Vous dites aujourd'hui donc l'Union européenne, il faut la quitter, c'est pour le bien des Français, mais les Français aujourd'hui n'en veulent pas visiblement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Écoutez, bon, vous venez de dire de la sortie de l'euro, la manière dont on quitte l'Union, dont on doit casser cette Union européenne, dépend de rapports de force et il y a de multiples options pour le faire. Je ne sais pas ce que vaut ce sondage. Moi, ce que je sais, c'est qu'en 2005, le peuple français, contre toute attente et contre une offensive généralisée des médias et des partis politiques du gouvernement, a voté non au traité constitutionnel européen, qui a été immédiatement, 3 ans après, remplacé par le traité de Lisbonne, voté en conclave avec l'accord du Parti socialiste et des Républicains. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était président. Et dans toute l'Union européenne, à chaque fois que l'on demande au peuple européen s'ils sont d'accord avec cette question ou une autre sur l'Union européenne, à chaque fois, ils votent non, qu'ils soient grecs. Georges Kuzmanovic, concrètement, pour que nos auditeurs comprennent... Concrètement, cela veut dire qu'il faut rompre avec cette Union européenne-là et suivre la volonté populaire. Donc la volonté populaire, justement, votre volonté, Georges Kuzmanovic, si vous êtes président d'une France qui désire sortir de l'euro et qui sort effectivement de la zone euro et de l'Union européenne, à quoi ça nous sert ? Ça nous permet quoi concrètement aujourd'hui ? Donc encore une fois, vous insistez absolument sur la sortie de l'euro. Je ne sais pas si c'est le premier pas à faire. L'euro peut être un outil de défense dans le cas d'une sortie des traités de l'Union européenne. Parce il est difficile d'attaquer une devise qui est partagée par plusieurs pays, dont l'Allemagne, et donc on ne s'expose pas comme s'est exposé François Mitterrand en 1983. Donc c'est juste une remarque parce que vous insistez sur la question de l'euro. Mais si d'aventure je prenais le pouvoir, je commencerais par faire une politique de la chaise vide, comme avait fait le général de Gaulle, et de désobéir immédiatement à toute une série de dispositions européennes qui vont à l'encontre des intérêts de la population française. Pour revenir sur la campagne, notamment à gauche en France pour l'élection de 2022, Georges Kuzmanovic, on a un gros problème avec la gauche actuellement, c'est la multiplication des candidatures. Nous avons déjà donc Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Yannick Jadot, Anne Hidalgo également. Est-ce que présenter une énième candidature à gauche, c'est vraiment la solution pour sauver votre camp politique, Georges Kuzmanovic ? D'abord, je ne souhaite pas sauver le camp de la gauche. Je me reconnais assez dans un certain nombre de positions de M. Roussel ou d'Arnaud Montebourg. Moi, nous sommes dans une situation où Emmanuel Macron a rompu définitivement le rapport gauche-droite. Emmanuel Macron a des députés et des ministres qui viennent et de la gauche du gouvernement et de la droite du gouvernement. Donc, on ne peut s'opposer à cette force néolibérale qu'il représente que en rompant également le clivage gauche-droite. Qu'est-ce qu'incarne Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, ce sont les mondialistes et les européistes. Il a privilégié le capital sur le travail. Ce sont les atlantistes, ce sont ceux qui sont pour des valeurs individualistes et qui privilégient l'oligarchie. Eh bien, je pense qu'il faut rompre le clivage gauche-droite et réunir ceux de gauche et de droite. Donc, c'est-à-dire la gauche républicaine, la gauche communiste qu'incarne Roussel, mais aussi les gaullistes sociaux, qui sont en antithèse totale à Emmanuel Macron, qui sont pour la souveraineté nationale, qui sont pour privilégier le travail plutôt que le capital, qui sont pour privilégier l'indépendance de la France et sa grandeur contre l'atlantisme, qui sont plutôt pour le commun et l'intérêt général, les services publics plutôt que l'individualisme. Vous parlez de Fabien Roussel et d'Arnaud Montebourg, donc Arnaud Montebourg d'ailleurs qui se définit lui aussi comme un souverainiste. Donc pour vous, ce sont des candidats sérieux. Vous pourriez être amené à travailler avec eux dans cette campagne, voire vous ranger vers l'un ou l'autre ? Eh bien, en l'occurrence, pour le moment, nous sommes dans une première phase de campagne présidentielle où chacun recherche 500 parrainages, c'est très difficile, mais nous ne nuisons pas les uns aux autres, puisque nous avons des discours et des positions politiques qui se nourrissent les uns les autres. Une fois que la période de la collecte des parrainages sera passée, on verra qu'il y aura 500 signatures, qui se sera maintenue, qui continuera la course, et dans ce cas-là, bien évidemment, en ce qui me concerne, s'il y a un meilleur placé que moi
et que République souveraine dans cette course et qui peut représenter ce que je viens de vous dire, ce bloc populaire contre le bloc bourgeois, eh bien, évidemment, on se rangera d'une manière ou d'une autre derrière lui. Quelqu'un donc entre Fabien Roussel ou Arnaud Montebourg, là ce sont des candidats de gauche. Vous dites vouloir rompre vraiment avec le clivage droite-gauche. Est-ce qu'il y a des candidats qui sont plus catalogués à droite, avec lesquels vous vous reconnaissez peut-être et vers qui vous seriez amené à vous ranger également? Et je tiens à vous dire que je ne compte pas rompre avec le clivage gauche-droite, il est rompu. Si vous arrivez à c'est ce que vous avez dit, oui, vous avez dit que le clivage gauche-droite était rompu, qu'on pouvait plus repartir en arrière. Non, on ne peut pas. Si on considère les questions économiques, d'industrialisation, de répartition de la richesse, il est quand même très très difficile de trouver plus qu'une différence de feuille à papier entre la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement qui s'est fondue dans la LREM et dans le macronisme. Donc eh bien moi je suis bien évidemment plus proche naturellement de ce qu'on appelle les néo-chevènementistes, de tous ceux qui furent chevènementistes, donc de la gauche républicaine, mais aussi de tout ce qui est la droite gaulliste, donc tous ceux qui viennent du courant seguiniste, qu'on peut retrouver par exemple dans... Excusez-moi Georges Kuzmanovic, mais aujourd'hui tout le monde se dit gaulliste en fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être gaulliste aujourd'hui? Tous les candidats aujourd'hui se disent gaullistes. C'est très étrange que tous les candidats se disent gaullistes, et puis ça dépend de quoi on parle. Le gaullisme a une particularité. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes avec De Gaulle et avec Jaurès. De Gaulle incarne une particularité, c'est-à-dire le souhait de défendre une certaine vision de la France, une vision de la grandeur de la France, et défendre la nation même dans l'adversité. C'est ça De Gaulle. C'est le 18 juin 1940, c'est lutter contre vents et marées, c'est quand les Américains veulent devenir le nouvel occupant, c'est résister aux Américains après avoir résisté aux nazis. C'est ça De Gaulle. Bon. Je ne vois pas très bien. Et ça concerne pas tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie de défendre les intérêts de la France pour vous. Eh bien non. Emmanuel Macron ne le défend pas, bien évidemment. Après le traité d'Aix-la-Chapelle. Pourquoi il ne le défend pas? Mais Emmanuel Macron est pour la souveraineté européenne. Il y a quelque chose qui n'existe pas, parce qu'il n'a pas de peuple européen. Il est pour le transfert de souveraineté, y compris du siège du Conseil de sécurité de la France à l'ONU, qui a été acquis de haute lutte par De Gaulle. Alors, franchement, on est dans la thèse absolue de De Gaulle. Ensuite, les autres, ceux qui se réclament du gaullisme, y compris ceux qui viennent de LR, ce sont des gens qui ont abdiqué toute grandeur et toute politique, même quelle que soit toute option politique autre que la continuation de ce qui se fait depuis 30 ans et de ce que fait parfaitement Emmanuel Macron. Georges Kuzmanovic, justement, Charles de Gaulle, vous avez dit vouloir mettre fin, par exemple, aux unions comme l'Union européenne et repasser à des relations bilatérales, donc d'État à État. Ça veut dire, on sort également de l'OTAN, j'imagine, selon votre vision. On fait quoi vis-à-vis de l'international, par exemple, face à Joe Biden ou Vladimir Poutine? Est-ce qu'on va reprendre aussi des contacts d'État à État? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de parler d'égal à égal avec ces deux pays, ces deux dirigeants? Oui, bien évidemment, le minimum du minimum, et en particulier après la crise de la non-vente des sous-marins de Naval Group à l'Australie, le minimum, c'est de faire comme De Gaulle, et c'est ça être gaulliste, c'est de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Je vous rappelle que c'est... Donc la politique du non-alignement, vous voulez reprendre vraiment cette politique du général de Gaulle? Oui, je pense que la politique qui est commune à tous les présidents américains, y compris Barack Obama, qui était très loué à gauche, est une politique dangereuse puisqu'elle considère qu'il y a une nation utile. C'est le terme utilisé aux États-Unis. Donc, quand on parle de nation utile, ça veut dire que les autres sont inutiles. Je pense que c'est une très mauvaise chose et je suis plutôt pour le multilatéralisme et cette position assez classique, pour le coup gaulliste, qui consiste à être une nation qui parle au monde et qui est pivot entre des puissances assez importantes que sont maintenant non plus l'URSS et le bloc occidental, mais l'Organisation de coopération de Shanghai et l'OTAN et les États-Unis. Et je pense que la France a là un rôle à jouer qui est dans son intérêt. Alors, depuis la guerre froide, vous avez parlé donc voilà l'ancien bloc communiste. Aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui est arrivé depuis la chute de l'Union soviétique, c'est la Chine. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la Chine? Est-ce qu'on doit dialoguer avec elle? Est-ce qu'on doit être plus ferme sur certains points? Lesquels? Et je viens de vous dire, d'abord, je pense qu'on doit réindustrialiser le pays, la France, en mettant une politique protectionniste, qui donc de facto s'attaquera à toute une série de productions qui sont faites en Chine. Donc ça demandera d'avoir un rapport de force avec la Chine. Je pense que très naturellement... Donc des relocalisations donc? Oui, des relocalisations, bien évidemment.
ça implique d'avoir un rapport renouvelé. Merci Georges Kuzmanovic, on reviendra sur ces questions-là dans la seconde partie. Vous restez avec nous. Face à la bande, votre rendez-vous politique. De retour avec vous, Georges Kuzmanovic, fondateur du parti République Souveraine et candidat à l'élection présidentielle 2022. On revient donc sur la question, Axel, que vous avez posée juste avant qu'on vous quitte, qui était donc sur la Chine. Hein. Absolument. Je vous demandais, Georges Kuzmanovic, quelle serait votre position face à la Chine? J'aimerais poser une question assez précise avant de revenir sur des sujets qui concernent plus les Français. Joe Biden, président des États-Unis, a dit que si la Chine, par exemple, intervenait pour reprendre possession de Taïwan, les États-Unis interviendraient militairement. Vous, dans ce cas de figure, quel serait votre point de vue? Qu'est-ce que devrait faire la France? La France devrait œuvrer pour qu'il n'y ait pas une guerre qui serait évidemment absolument catastrophique pour la planète entre deux nations nucléaires. C'est évident. Ce sera juste absolument terrifiant, et c'est assez terrible que les États-Unis, qui, je le rappelle, représentent 4,5% de la population mondiale et qui consomment 25% des ressources, ne se penchent pas sur ce problème principal, en particulier avec la COP26 qui vient de se terminer avec un échec tragique, plutôt que d'aller chercher des noises, comme d'habitude, à travers toute la planète et provoquer des catastrophes sans aucune solution, comme ils l'ont récemment fait en Afghanistan. Normalement, on devrait considérer que toutes les guerres passées des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale devraient donner une leçon à tous d'arrêter de faire ce sudisme atlantiste qui ne mène à rien. Georges Kuzmanovic, il y a une allocution donc d'Emmanuel Macron qui est prévue donc pour mardi soir 20h, allocution solennelle. Emmanuel Macron qui doit revenir normalement sur la situation sanitaire, sur les réformes des retraites. Quel regard vous portez sur l'allocution que pourrait donner Emmanuel Macron? Mais ce serait une allocution totalement habituelle, tout à fait habituelle, très néolibérale. Je rappelle que la situation est la suivante. Nous avons un pays qui est endetté, qui a participé à une dette, à la mise en place d'une relance européenne qui se fait sur une dette où la France paiera le double de ce qu'elle reçoit. Et bien évidemment, le tarif, ce sera la destruction des services publics, la destruction du système de retraite par répartition. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous attendez à ce niveau-là, Georges Kuzmanovic? Mais j'attends que, de la part de monsieur Emmanuel Macron, j'attends qu'il soit Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il soit le président de la continuation de la destruction des services publics et des systèmes de retraite hérités du Conseil national. C'est-à-dire que vous attendiez ça? Pourquoi? C'est ce qu'il fait depuis le début. Oui, mais vous attendez quoi concrètement? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour aller dans le bon sens selon vous? Mais il ne fera rien pour aller dans le bon sens. C'est le candidat de l'oligarchie et des banques. Comment vous voulez qu'il aille dans le bon sens? Benjamin Poulain. Mais vous répondez pas à la question, c'est qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que moi je ferais? Ou qu'est-ce que j'attends? Mais moi, ce que je ferais, ce serait bien au contraire de faire une relance que l'on dit keynésienne, une relance de réindustrialisation, d'espoir pour la jeunesse, d'emploi, et bien évidemment de protection des services publics, de la sécurité sociale et du système de retraite par répartition qui est hérité du Conseil national de la résistance, qui est justement une incarnation de cette idée de De Gaulle et de Jaurès, c'est-à-dire quand les gaullistes et les communistes ont fait la France puissante telle qu'on la connaît, telle qu'on a connue il y a encore peu. Raphaël Bardena. Selon le site lessouverainistes.com, le souverainisme défend la souveraineté de la France, du peuple français et la reconnaissance des racines chrétiennes de notre pays dans la Constitution de 1958. Georges Kuzmanovic, vous reconnaissez dans cette définition? Je me reconnais dans la définition de l'article 3 de notre Constitution française qui dit que la souveraineté nationale procède du peuple, ça s'appelle la souveraineté populaire, qui s'exprime par la voix de ses représentants et par la voix référendaire. Je considère que les 4 premiers articles de la Constitution, c'est-à-dire le premier qui dit que la France est une république sociale, laïque... Mais sur la reconnaissance des racines chrétiennes de notre pays, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Mais ça n'a aucun... Oui, mais vous me demandez si c'est un rapport avec le souverainisme. Je dis que non. Si vous voulez un constat historique, bah oui, la France a des racines chrétiennes, puis avant, elle a surtout des racines païennes, et elle a surtout des racines gréco-romaines qui ne sont pas spécialement chrétiennes. Et on peut rentrer dans un débat historique, mais je vois pas le rapport avec la souveraineté. En particulier la souveraineté telle qu'elle est pensée par la Révolution française, c'est la souveraineté nationale qui s'exprime par la souveraineté populaire, c'est-à-dire que le peuple décide. C'est cela que nous défendons. Benjamin Poulain.
Vous avez un discours qui est extrêmement compliqué à comprendre. Concrètement, qu'est-ce qui vous différencie d'un Florian Philippot ou d'un François Asselineau ? C'est compliqué à comprendre pour vous, je suis désolé. François Asselineau ne défend pas... Non, c'est compliqué à comprendre pour la plupart des gens. Mais non, je suis pas d'accord avec vous. Et vous comprenez peut-être, mais pour la plupart des gens, votre discours est peut-être un peu flou, et l'objectif c'est d'essayer de l'expliquer un petit peu. Si vous voulez considérer qu'il est flou, il est flou. Je vous dis que mon discours est celui de la Constitution française. D'accord, mais qu'est-ce qui vous différencie du coup de Florian Philippot ou de François Asselineau ? Et Florian Philippot est d'abord s'est mis dans un corner absolu avec ses histoires de passe vaccinale. Et Monsieur Asselineau est quelqu'un qui ne comprend pas que le système capitaliste a changé totalement de nature depuis la fin des années 70, et qui a du mal à percevoir que on ne peut pas faire que la souveraineté nationale, mais que la souveraineté populaire est une composante intégrante de cette souveraineté globale. Axel ? Georges Kuzmanovic, il y a un autre sujet qui est assez central dans la campagne et qui va, à mon avis, prendre beaucoup d'importance, c'est l'écologie, justement. Le nucléaire, pour ou contre ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on continue de développer les centrales nucléaires ? Est-ce qu'on arrête, mais on continue de les utiliser en développant les énergies renouvelables ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Bon, je suis un lecteur assidu des rapports du GIEC, en particulier dans ce contexte de COP26, et comme vous savez très bien, le meilleur mix existant pour les 20 prochaines années, c'est le nucléaire et le gaz. Compte tenu de la déperdition des approvisionnements en gaz pour l'Europe, puisque la Russie fournit principalement la Chine, malgré l'accord sur le Nord Stream 2 récent avec l'Allemagne, le nucléaire reste la seule option pour avoir une énergie réellement décarbonée. Mais cela implique évidemment de ne pas être dans des politiques néolibérales imposées par l'Union européenne. Ça implique d'avoir une énergie française absolument contrôlée par l'État, vérifiée par les citoyens, qui se projette dans l'avenir dans le cadre d'une planification et d'une stratégie d'État, sans aucun intervenant externe. Comme vous le savez, malheureusement, on se met, à cause de la doxa néolibérale, dans des situations à risque, comme ce fut le cas avec Tchernobyl. C'est-à-dire qu'on, plutôt que de penser à la sécurité, on pense en termes néolibéraux. On se retrouve avec des sociétés privées qui vont faire des soudures dans les cuves nucléaires, ce qui est évidemment un danger absolu. Mais pour relancer l'industrie française, pour relancer le ferroviaire en France, pour combattre le tout routier, il faut relancer le rail, et pour relancer le rail, il faut le nucléaire, et financer les recherches d'avenir, c'est-à-dire ce qui a été abandonné par Emmanuel Macron, par exemple le projet Astrid, c'est-à-dire les... Nouveau sujet, Georges Kuzmanovic, avec Florian Michelin, s'il vous plaît. Oui, Georges Kuzmanovic, c'est un sujet qui revient souvent dans les débats politiques. Êtes-vous pour la légalisation du cannabis ou sa dépénalisation ? Je suis pour qu'il y ait un débat national sur la question et de voir les pour et les contre. Mais je vous dirais que le problème principal dans ce pays, c'est de retrouver l'emploi et un travail pour tous. Car mais votre point de vue à vous, c'est quoi exactement ? Je ne sais pas, ça dépend de la dose de tétrahydrocannabinol, ça dépend de comment c'est distribué, ça dépend à qui est à la source. Le sujet est extrêmement... Mais donc sur le principe, vous n'avez pas de point de vue, vous n'avez pas d'avis. Je suis pour qu'il y ait un débat national. Donc ça, c'est votre avis. Vous, intimement, vous n'avez pas de point de vue. On a tous un point de vue là-dessus intime. Vous, quel est le vôtre ? Et vous avez un point de vue intime sur la position de Moscovici par rapport au président de la Cour des comptes sur... Mais on a tous un avis. On a tous un avis. Maintenant, je vous demande votre avis à vous, intimement. Moi, je vous dis que mon avis, c'est qu'il y a un débat national. Et mon avis intime, c'est que je vois bien qu'il y a des gens qui vivent tranquillement en fumant, et que mon avis intime, je vais vous le dire. Je pense qu'il faudrait réorienter les forces de police vers la lutte contre les grands trafiquants et les têtes de trafic, et arrêter de faire la politique du chiffre et d'aller embêter les fumeurs et les dealers de fin de course, ce qui est actuellement la politique depuis Nicolas Sarkozy. Donc vous n'êtes pas pour la légalisation ? Je suis pour qu'il y ait un débat national sur la question.
Bon, autre sujet, Georges Kuzmanovic, sur les parrainages, vous les évoquiez tout à l'heure. Est-ce que vous recevez du soutien aujourd'hui et vous en êtes où en termes de parrainage aujourd'hui? Nous, on a une centaine de soutiens, ce qui est pas mal, mais en 6 semaines. Mais c'est très compliqué et je tiens ici à dire que la réforme François Hollande a été une catastrophe antidémocratique, puisque François Hollande a rendu public les soutiens que font les élus. Ce n'était pas le cas avant 2017. Donc ça veut dire que les gens auraient honte de vous soutenir? C'est ça que vous voulez dire finalement? Non, en fait, non, moi c'est plutôt simple. Je parle de manière générale en fait. Là, je parlais pas spécialement pour moi. Je pense que j'ai un positionnement qui parle à beaucoup de maires et d'élus, en particulier de la France périurbaine. Donc je m'inquiète pas trop en fait. Mais je pense plutôt à Anas Kazib, je pense plutôt à Monsieur Poutou, je pense plutôt à des candidats ou d'extrême de l'autre côté. Ça sera plus compliqué qu'avant de soutenir quand vous savez par exemple la lutte ouvrière. Par exemple, vous pensez que Éric Zemmour, s'il était candidat, n'aurait pas forcément ses candidatures, ses parrainages, juste pour cette raison-là? À la différence de ceux que je viens de citer, je pense qu'Éric Zemmour est un candidat du système, juste une autre facette plus conservatrice, et qu'il a des soutiens financiers suffisamment importants et institutionnels pour avoir les 500 signatures. Contrairement aux autres candidats qui, eux, doivent aller chercher avec leurs mains les signatures. Benjamin. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à émerger? Je ne trouve pas que j'ai du mal à émerger, puisque je vous parle, par exemple. Non mais d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'on vous entend moins que les autres? Qu'est-ce qui fait que votre parole porte moins? Déjà, j'ai pas une télévision comme CNews qui exprime les positions de la République souveraine. Ça c'est pour le cas Zemmour, mais des candidats, il y en a plein d'autres. Pour le cas Zemmour. Et donc, je ne suis pas dans le cas d'Emmanuel Macron où plusieurs milliardaires le soutiennent et on fait sa campagne en 2017, comme vous vous souvenez, à forte dose de couverture médiatique. Après, il y a quand même le CSA qui régule tout ça. Hein. Oui, il régule magnifiquement le CSA. Vous estimez qu'il régule pas du tout le CSA? Vous estimez qu'il fait pas son travail, le CSA? Je pense qu'il ne fait pas son travail et que les règles devraient être largement changées. En l'occurrence, quelles devraient être les règles pour vous alors, puisque là aujourd'hui tout le monde a le même temps de parole? Quelles devraient être les règles? On donne plus la parole à certains qu'à d'autres? C'est ça les règles que vous voudriez avoir? Mais non, la répétition fait la vérité. Quand vous avez un système médiatique qui est largement tenu par plusieurs milliardaires, il est bien évident que ce sont ceux qui vont défendre ce système économique qui vont recevoir la faveur des médias. C'est assez clair. Ça a été assez clair pour M. Macron. Axel Rebaud. Georges Kuzmanovic, en fait, cette vérité, on la connaît, elle est assez admise. Mais aujourd'hui, avec le CSA, comme on l'a dit, il y a un temps de parole limité et donc tout le monde, au final, a le même temps de parole. Donc la répétition, à ce moment-là, elle est où? Mais elle n'est pas le même temps de parole. Vous savez très bien, M. Macron a fait une réforme, elle dépend de la place de la puissance politique que vous avez et de votre positionnement dans les sondages. Non, c'est faux. Ah non, c'est faux. En période de campagne électorale, chaque candidat a le même temps de parole. Donc c'est faux ce que vous dites, monsieur. Oui, d'ailleurs, Éric Zemmour n'est pas encore candidat, mais son temps de parole est décompté déjà. Oui, ils sont en train de parler. Allumer CNews, vous verrez bien s'il est décompté ou pas. Mais je vous dis que on n'est pas encore en campagne électorale puisque cette loi, ça concerne les candidats qui auront les 500 signatures. On n'y est pas encore. Nous sommes en pré-campagne et vous me posez la question, je vous réponds. Moi, je suis pour ce que proposait le Conseil national de la résistance, c'est que les médias ne soient pas sous la coupe des puissances d'argent et des puissances étrangères. Voilà. Axel Rebaud. Georges Kuzmanovic, vous étiez il y a encore peu, jusqu'au 1er octobre dernier, directeur de recherche dans la société Ubisoft. Vous avez été renvoyé. Vous avez dit donc que c'était un renvoi abusif en lien avec votre candidature. Vous avez porté plainte d'ailleurs. Est-ce qu'on a essayé de vous faire taire selon vous? On a essayé de me compliquer la vie, mais écoutez, mon cas c'est mon problème à moi. Voilà, il se fait que je travaille depuis 8 ans à Ubisoft. Que je dirige une unité de recherche, que ça marche très très bien, que j'ai énormément de rapports positifs, et qu'en plus il y a eu des problèmes de harcèlement à Ubisoft il y a 1 an et demi, qu'il y a eu des enquêtes, et que on en a fait évidemment. Justement, alors, la raison qui a été évoquée par Ubisoft concernait des mails qui dataient de plusieurs années, qui avaient été utilisés par votre boîte mail professionnelle pour envoyer des messages privés. C'est une raison abusive selon vous, ou vous serez prêt à montrer les messages concernés pour
pour essayer de vous justifier. Oui, mais tout ça va se régler en justice. Le cas est tellement mal monté que c'en est vraiment ridicule. Et oui, on montrera tout ce qu'il y aura à montrer. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Le cas est que, je vous le dis, ça c'est mon problème. Ça se réglera devant la justice. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que dans ce pays, tout le monde s'en plaint, mais personne n'agit. Il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de cadres d'entreprise. Il n'y a pas d'artisans. Il y a très peu de petits employés. La raison, c'est que être candidat à quelle que soit l'élection est très compliqué en termes de temps, en termes de famille, en termes d'argent. Merci Georges Kuzmanovic. Merci Georges. Oui. Je suis désolé, mais on va devoir arrêter l'interview maintenant puisque il est trop tard. Tout simplement, on n'a plus le temps. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes fondateur de République Souveraine et candidat à l'élection présidentielle 2022. Merci à vous. Face à la bande, votre rendez-vous politique.